Bienvenue dans Numéro 1. Aujourd'hui, on va parler des 10 comportements que j'ai regués de ma vie et pourquoi vous devriez en faire autant pour préserver votre énergie et votre santé mentale. Premier comportement, les personnes en retard qui ne vous préviennent pas. Le retard, ça arrive, la vie est imprévisible, surtout à Paris, avec les métros, les bus, les bouchons. Mais ce que je ne supporte plus, c'est le retard sans un mot, sans message, sans aucune considération finalement. Récemment, j'avais un rendez-vous, pour les audacieuses d'ailleurs, à 13h30. La personne ne me prévient pas, me fait comprendre par personne interposée à 14h qu'elle sera en retard, alors qu'on avait rendez-vous à 13h30, pour finalement arriver à 14h50. Oui, et en plus cette personne s'est permise d'expédier le rendez-vous parce qu'elle en avait un autre derrière. Clairement, mon temps volatilisé, surtout que je précise, dans ce hall d'hôtel, il n'y avait pas de Wi-Fi, donc je n'ai même pas pu avancer sur mon travail. Et cette personne ne m'a donné aucune excuse réelle. Donc pour moi, je suis un petit peu extrême, le retard ça arrive, mais quand la personne se permet de se comporter comme ça derrière, pour moi c'est totalement du manque de respect et de la désorganisation. Personne n'a à voler votre temps parce qu'ils estiment que le leur vaut plus. Oui, je suis devenue assez radicale sur ce sujet, déjà j'ai jamais supporté le retard, mais alors en vieillissant ça risque pas de s'arranger. Ma règle, première fois ça passe, deuxième fois j'accepte si je suis prévenue, troisième fois je ne me déplace plus. Le respect du temps, c'est le respect de la personne, donc établissez vos limites clairement dès le début de vos relations. Deuxième point que je ne supporte plus, ceux qui se plaignent sans jamais agir. Il y a évidemment une différence entre quelqu'un qui traverse une période difficile et cherche du soutien. Là, mon cœur, mes bras, tout sera absolument ouvert. Et celles qui font de leurs problèmes une identité et qui se complaisent dans ces problèmes sans jamais agir. Je vous donne un exemple concret. Pendant des mois, mon fils ne s'endormait jamais avant 22h parce qu'il faisait la sieste à l'école. Résultat, il réveillait sa sœur qui est dans une classe charnière, le CP. Ça crée des tensions. J'avais la boule au ventre chaque soir. Donc, j'ai vraiment essayé pendant des mois d'en parler à la maîtresse, à la directrice qui ne voulait pas faire grand-chose, puis j'ai pris les choses en main en allant regarder les textes de loi directement qui existaient sur le sujet et j'ai appris que la sieste n'était pas obligatoire en maternelle. Donc j'ai fait les démarches pour y mettre fin. J'en ai donc parlé à la maîtresse et à la directrice avec les textes à l'appui et depuis, donc ça fait maintenant plus de 6 mois, il ne fait pas la sieste, on lui passe des petits livres audio où on lui donne des livres à lire et il s'endort à 20h tous les soirs. Bon, en ce moment un petit peu moins parce que c'est la canicule, c'est la fin de l'année et qu'il a des petites peurs du noir, mais jusqu'à présent, pendant plus de 6 mois, il s'est endormi à 20h. Donc le problème est réglé parce que j'ai agi. Donc les gens qui ressassent le même problème depuis des mois, des années, sans jamais tenter quoi que ce soit, pour moi, ce sont aujourd'hui des vampires énergétiques. Je l'ai été évidemment aussi à certaines périodes de ma vie, donc je ne juge pas, ça arrive. Mais aujourd'hui, pour ma santé mentale, je ne m'y expose plus. On est chacun et chacune responsable de sa vie à 1000% et des changements que l'on veut voir s'opérer. On n'est pas la poubelle émotionnelle des autres et on ne doit pas prendre les autres pour nos poubelles émotionnelles. Donc la question que je me pose maintenant quand quelqu'un me resserre le même problème pour la 10e fois, qu'est-ce que tu vas faire concrètement cette semaine pour changer ça? S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de conversation. Vous entendez sûrement le cocher de l'église, j'espère que ça vous berce. Troisième point que je ne supporte plus, ceux qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. On vit dans une époque qui récompense la visibilité, pas la compétence. Des gens donnent des conseils, business ou autres, sans n'en avoir jamais créé un. Des gens donnent des conseils sur l'éducation sans n'avoir jamais eu d'enfant. Des créateurs de contenu santé s'expriment sur des pathologies qu'ils ne maîtrisent pas, etc., pour exister sur les réseaux sociaux. Ce que ça produit, tout simplement de la confusion, de la désinformation et une défiance généralisée envers les vrais experts. J'ai beaucoup de défauts, mais je n'hésite jamais à dire « je ne sais pas » quand je ne maîtrise pas un sujet, et même parfois dans mon domaine d'expertise. Et je trouve qu'on ne valorise plus le « je ne sais pas ».
Je trouve que c'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, affirmer savoir quelque chose alors que ce n'est pas le cas peut faire du tort à des gens vulnérables. Et ça, c'est une faute. Donc personnellement, avant de prendre conseil à quelqu'un, je me pose une question simple. Est-ce que cette personne a obtenu les résultats que je veux? Est-ce que la personne a ce que je veux? Si la réponse est non, je passe mon chemin. Peu importe le nombre d'abonnés, le ton assuré et la belle mise en scène. 4e point, les gens qui écrivent avec l'IA sans réflexion. Les gars, on vous voit. On vous voit sur LinkedIn. On vous voit en légende Instagram. Bien sûr, j'utilise l'IA. Je suis la première à utiliser l'IA, Claude, ChatGPT, Perplexity. C'est tous mes meilleurs potes pour structurer, pour reformuler, pour gagner du temps. J'adore l'IA. C'est un outil formidable. Ma mère est choquée quand je lui parle toute la journée pour lui demander des choses. Mais ce que je ne supporte vraiment plus, c'est des textes 100% fournis à l'IA. Vous voyez les petites tournures de phrases qu'on reconnaît, les tirés un petit peu longs, les émojis étincelles. D'ailleurs, je suis deg, qui était le mien de base, mais maintenant j'utilise avec parcimonie parce que justement l'IA en use et en abuse. Zéro aspérité, zéro personnalité, zéro présence humaine. Vous ne pouvez pas copier-coller des textes IA. D'ailleurs, entre parenthèses, ça ne vous appartient pas. Et vous ne pouvez pas confier votre pensée à l'IA, c'est dangereux. Aujourd'hui, plus que jamais, on achète à des humains. Votre voix, c'est votre différence, votre façon de raisonner, de vous contredire, de douter, d'être en colère. Il n'y a rien de plus beau que des textes qui font transpirer votre personnalité. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire parfois sur certains textes que j'écris, c'est « on a l'impression de t'entendre parler ». Ça, c'est vraiment le plus beau compliment. N'hésitez pas à mettre vos expressions dans vos textes, vos façons de parler, à faire coller vos écrits à votre personnalité. Votre authenticité battra toujours la perfection formatée qu'amène l'IA. Donc avant de publier, posez-vous une question simple si vous avez l'habitude de l'utiliser. Est-ce que ça sonne comme moi? Si vous ne reconnaissez pas votre voix, recommencez. 5e point, les personnes qui n'écoutent pas. Je pense que c'est une déformation professionnelle, c'est même sûr, parce que récemment, une amie m'a avoué que la première fois qu'elle m'a vue, elle m'avait trouvée trop intrusive parce que je pose beaucoup de questions. Oui, je m'intéresse fondamentalement aux gens et je constate, plus je vieillis, ça fait déjà quelques années, à quel point peu sont comme ça dans notre société. Ce que j'observe beaucoup, c'est que les gens vont pas poser de questions ou alors vont poser des questions pour pouvoir donner leur point de vue ou raconter leur histoire personnelle 2 secondes après. Mais des vraies questions, une vraie curiosité et une vraie présence, c'est très rare. Et pour le coup, je peux reprocher beaucoup à mon mari, mais il est exactement comme moi. Quand on est avec des gens que l'on rencontre en vacances ou quoi, on est les 2 seuls à poser des questions et à savoir pratiquement tout sur les autres. Et nous, on s'est très peu livrés. Encore l'été dernier au Club Bellambra, on s'est fait la réflexion plusieurs fois à la fin de soirée. Ah bah, t'as vu, t'es au courant de ça? Ok, t'es au courant de ça aussi? Bah ouais, bah t'as parlé de toi? Non, ils savent pas ce qu'on fait. Voilà, bon, on est habitués, hein, on adore les gens tous les deux. Moi, je trouve que voilà, il y a rien de plus riche. C'est vraiment, je pense, une déformation professionnelle pour ma part. Je pose des questions et j'interviewe des gens depuis plus de 20 ans. Donc, je suis complètement obsédée par les autres avant d'être obsédée par moi-même. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment très désagréable et ça se repère très vite. Les gens qui sont obsédés que par eux-mêmes et qui ne posent aucune question. Donc, je vais vous donner une petite technique très simple, sociale. Si vous avez tendance justement à ne pas poser de questions, juste posez au moins 3 vraies questions avant de parler de vous. Et si parmi vos plus proches amis vous ressentez cela, c'est peut-être le signal qu'il faut changer de cercle social. Les relations équilibrées, heureusement, ça existe. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous partager ma dernière découverte skincare qui m'a vraiment fait changer de regard sur ma routine. Yepoda et la K-Beauty. À 37 ans, mieux vaut tard que jamais, je découvre enfin cette philosophie et je comprends pourquoi les soins coréens fascinent autant à travers le monde. Ce qui les rend différents, ce ne sont pas seulement les produits, c'est surtout la manière de les utiliser. En Corée, on n'attend pas qu'un problème apparaisse pour agir. On prend soin de sa peau en profondeur, en superposant plusieurs couches de soins dans un ordre précis. C'est ce qu'on appelle le layering. Au début, ça peut sembler un peu technique, mais en réalité, ça devient vite un moment qu'on s'offre quand on accepte de ralentir un peu.
Personnellement, la semaine, je fais simple et rapide, mais le week-end, je prends le temps de faire la routine complète en 6 étapes et c'est devenu un vrai moment à moi. Une parenthèse qui me fait du bien, autant à la peau qu'au mental. Ce que j'aime aussi chez Yepoda, c'est leur approche clean. Tout est fabriqué en Corée du Sud, sans microplastique, avec une démarche certifiée B Corp, des formules pensées avec des actifs efficaces et des ingrédients naturels dans des packagings en verre rechargeables. En ce moment, j'ai 3 produits coup de cœur. D'abord, The Deep Puff à Espresso, des patchs à la caféine et au thé vert pour réveiller le regard en 15 minutes, effet défatigant garanti. Ensuite, The Mist Have, une brume à l'acide hyaluronique et à la lavande que j'utilise tout au long de la journée pour hydrater la peau. L'odeur est divine. Et enfin, The Sensational, un stick solaire minéral SPF 30, résistant à l'eau que je garde toujours dans mon sac pour réappliquer facilement. Pratique et confortable. Bonne nouvelle, pendant tout le mois de juin, vous bénéficiez de moins 15% sur tout le site avec le code numéro 15. Le lien est en description de l'épisode. 6e point, j'en parlais encore avec ma mère mercredi. Bon, je sais que pour le coup, il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais c'est pas mon caractère et j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est les gens qui vantent leurs enfants et pire, qui voudraient qu'on les admire aussi. Vous les voyez, toutes ces personnes, et vous, peut-être que vous en faites partie, mais j'ai un petit peu de mal avec ces comportements. Ah, mon fils, il nage à 3 ans. Oh, mon Dieu, qu'il est trop fort. Oh, ma fille, elle a lu à 4 ans et demi, je comprends pas. Mon enfant, il a marché à 9 mois. Elle marche pas, la tienne, à 18 mois. Très bien, vraiment. Je suis extrêmement heureuse pour vous. Mon père, il m'a élevée avec une expression que j'adore et qui me reste toujours en tête, que je trouve extrêmement vraie. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Mais oui, tout à fait. Et je me souviens, il me disait ça parce que avec mon frère, on a toujours été moyens à l'école, on n'a jamais été des excellents élèves. Et au contraire, dans notre entourage, ils avaient des amis qui avaient des enfants qui excellaient, qui étaient premiers de classe et tout ça. Et je m'en souviens qu'il disait toujours, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Parce qu'à 30 ans, évidemment, tout le monde sait lire, nager, faire du vélo. Mon fils a marché à 11 mois, ma fille à 18 mois. Mon fils est très physique, ma fille est très créative. Chaque enfant va surtout à son rythme et en plus un enfant excellent à l'école peut très mal tourner derrière. Je ne juge absolument personne. J'avais des enfants, des camarades dans mon entourage qui étaient dyslexiques. Les maîtresses les humiliaient. Aujourd'hui, ils ont des carrières brillantes. La première de ma classe qui avait un niveau incroyable, sur laquelle on projetait des immenses études. Aujourd'hui, elle est éleveuse de cochons. Donc voilà, il y a vraiment pas, je ne juge pas, mais juste chacun son rythme. Et voilà, après, je pense que derrière les parents, justement, qui parlent de leurs enfants en les valorisant tout le temps, c'est souvent, je pense, l'anxiété, le besoin de se rassurer en se comparant. Un manque de confiance en soi et peut-être un manque d'amour aussi pour sa vie, un manque de fierté pour ce qu'on fait. Perso, je vais être la maman la plus proche de mes enfants, mais à part à mon mec, à ma mère et à quelques personnes de la famille que ça intéresse, je parle rarement de mes enfants et encore moins de leurs avancées, car ça ne regarde personne en plus, et que chacun son rythme, son évolution, et ça fait du bien de se le rappeler. 7e point que je ne supporte plus, les gens qui jugent, et encore plus ton éducation. Rien ne m'agace plus que les conseils parentaux non sollicités, et en particulier ceux qui viennent de personnes qui n'ont pas d'enfants, ou alors un enfant unique, qui vont juger l'éducation de 2 enfants ou plus. Tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ceux qui ont un seul enfant ne connaissent en général pas la dynamique des fratries. À partir de 2, et moi j'ai vraiment vu la différence, comme tous les parents de plusieurs enfants, on gère plus seulement un enfant, on gère une relation en permanence. Faut répondre aux besoins de l'un pendant que l'autre attend, faut arbitrer les disputes, faut gérer les jalousies, les comparaisons, les rythmes différents, les émotions. En ce moment, par exemple, nos 2 enfants sont dans la même chambre. Mon fils a très peur du noir et ma fille est embêtée par les bruits de son frère. Et tous les soirs, c'est le même festival. Mon fils veut que sa sœur dorme avec lui, sauf que sa sœur ne supporte pas le bruit de son frère. Donc sa sœur fait 1000 allers-retours entre notre chambre et sa chambre parce que son frère la demande. Son frère ne veut pas rester tout seul parce qu'il a peur sans sa sœur, et etc., etc. Et le bal dure de 8h15 jusqu'à parfois 10h, où c'est une négociation permanente, où on essaye de rassurer mon fils qui a peur, sans sa sœur qui est partie de notre chambre, et puis finalement on voit qu'on n'arrive pas à le rassurer, donc on rappelle sa sœur, et c'est un festival permanent. Donc voilà, un enfant et plus, c'est complètement différent.
Quand un enfant est malade, l'autre peut se réveiller. Quand tu fais un câlin à un enfant, l'autre peut être jaloux et se radiner. Et même quand tu essayes de gérer la relation au mieux. Donc voilà, c'est une gymnastique permanente qui change tout. Tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ceux qui jugent sont en général ceux qui connaissent le moins le contexte. 8e point, les personnes qui te prennent ton énergie. Vous savez, ces personnes qui vous proposent un café pour soutirer tout votre savoir, le message qui commence par un petit mot sympa et derrière qui va t'embrayer sur une question alors qu'on se connaît pas du tout, l'appel que t'acceptes et qui se transforme en coaching personnalisé, le harcèlement pour apparaître sur un podcast alors que vous avez déjà dit 4 fois non. Ce n'est pas du tout malveillant et j'exagère, bien sûr, je grossis le trait sur ces points exprès. Mais souvent, les gens ne réalisent pas ce qu'ils demandent. N'oubliez pas, ceux qui m'écoutent, votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus précieuses. Donc apprenez de temps en temps quand vous sentez que c'est trop, à poser vos limites et à dire non sans vous justifier. Non, je ne peux pas, c'est déjà une phrase complète. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, vous n'avez pas besoin de trouver des excuses. Et si quelqu'un insiste après un refus de votre part, c'est un drapeau rouge, vous vous éloignez. On peut aider, bien sûr, et encore plus, évidemment, les amis. Moi, j'ai plein de copines qui me posent plein de questions sur plein de sujets et je leur réponds à bras ouverts, à cœur ouvert. Mais les personnes qui ne te connaissent pas, moi, j'en ai plein qui me contactent tous les jours sur LinkedIn et qui me proposent des appels. Et parfois, parce que j'accepte les appels qui me soutirent absolument toutes mes informations sans rien me donner en retour, c'est non. 9e point, la négativité permanente et les formules négatives. Ceux qui me connaissent, ma famille, savent que je suis la plus négative du monde, mais je travaille dessus et je pense ne pas du tout, au contraire, être négative sociétalement parlant, et de moins en moins même dans mon cercle proche et familial. J'ai développé une aversion aux mots comme « ça va être un enfer »,« ça va jamais marcher », à ceux qui plombent l'énergie avant même qu'ils aient fini leur phrase. D'ailleurs, j'ai beaucoup de conversations avec mon mari par rapport à ça, où par exemple, Gaspard était en crise, mon fils, et il disait « oh là là, ça va être un enfer, oh là là, ça va jamais le faire et tout ». Et en fait, ça, je ne supporte plus, en fait, ces phrases-là. Heureusement, il a beaucoup travaillé dessus, on a beaucoup travaillé dessus ensemble. Donc aujourd'hui, il le dit plus. Parce que pour moi, en plus, j'ai vraiment un biais par rapport à ça. Si vous êtes convaincu que ce sera un enfer, que ça va pas bien se passer, ce sera un enfer et ça va pas bien se passer. Parce que vous ferez en sorte, en fait, inconsciemment, d'aller vers ça et de vous donner raison. C'est comme ça marche comme ça. Je l'ai vérifié des tonnes de fois. Donc je dis pas qu'il faut être dans le déni ou dans un positivisme absolu, ça je supporte pas. Les obstacles ça existe, les difficultés ça se prépare, mais il y a une différence entre la projection permanente du pire et l'anticipation assez lucide. Projeter du positif, manifester du positif. Et 10e point, ceux qui critiquent sans jamais rien construire. J'aime bien la citation de Brené Brown qui dit « Si vous n'êtes pas dans l'arène en train de vous battre, votre opinion ne m'intéresse pas ». Il est très facile de commenter, de pointer toutes les imperfections d'une chose que vous regardez, mais beaucoup plus difficile justement de prendre le risque de le faire aussi. Je préférerais toujours admirer les gens imparfaits, mais qui créent que ceux qui n'ont jamais tenté, mais qui ont un avis sur tout. Là, c'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux où on passe nos journées à observer la vie des autres, à donner nos avis en quelques secondes derrière un écran, alors qu'on n'a pas fait le 100e. Donc finalement, être numéro 1 de sa vie, ce n'est pas se mettre au-dessus des autres, c'est arrêter de mettre les besoins, les opinions et les comportements des autres au-dessus de sa paix intérieure. C'est comprendre que chaque oui donné à ce qui vous épuise est un non, que vous vous adressez à vous-même. Être numéro 1, ce n'est pas devenir égoïste, c'est devenir responsable de son énergie, de son temps, de sa santé mentale. Les limites que vous posez ne repoussent pas les bonnes personnes, elles repoussent ceux qui n'avaient plus sa place dans votre vie. Finalement, la plus grande preuve d'amour que vous puissiez vous offrir, ce n'est pas d'en faire toujours plus, c'est de décider un jour de ne plus tout accepter. À bientôt!